Imaginez la scène. Nous sommes en juin 1475, quelque part dans les marécages glacés du nord de la Moldavie. Il fait encore nuit noire, mais l'air est saturé d'une brume épaisse qui colle à la peau comme un linceul humide. Dans cette obscurité, 120 000 soldats ottomans dorment. Ils sont les conquérants du monde connu, les hommes qui ont fait tomber Constantinople, qui ont écrasé les Balkans, qui font trembler Venise et Rome. Leur sultan, Mehmed II, celui que l'histoire appelle le conquérant, les a envoyés ici pour une mission simple, écraser un petit prince moldave qui a eu l'audace de défier l'Empire. Mais dans cette brume, quelque chose bouge. 40 000 ombres se glissent à travers les roseaux. Elles ne portent pas les armures étincelantes des chevaliers occidentaux. Elles sont vêtues de fourrure et de cuir, leurs visages noircis par la suie. Elles avancent sans torcher, guidées uniquement par des éclaireurs qui connaissent chaque centimètre de ce terrain maudit. À leur tête, un homme de 40 ans, les yeux brûlants d'une rage froide. Son nom est Étienne, et dans quelques heures, il va infliger à l'Empire ottoman la pire défaite militaire de son histoire européenne. Ce qui s'est passé cette nuit-là, dans les marais de Vaslui, n'est pas seulement une bataille. C'est un massacre si total, si dévastateur, que les chroniqueurs ottomans ont tenté de l'effacer des archives. Les estimations varient, mais les sources les plus conservatrices parlent de 40 000 morts ottomans. Les plus audacieuses évoquent le double. Des vizirs, des généraux, l'élite de l'armée du sultan, tous engloutis dans la boue sanglante de la Moldavie. Et pourtant, quand vous pensez aux ennemis des Ottomans dans cette région, quel nom vous vient à l'esprit? Dracula. Vlad l'Empaleur. Le prince aux canines acérées, le tyran qui empalait ses victimes par milliers. Hollywood a fait de lui une icône immortelle, un monstre romantique qui hante notre imaginaire collectif depuis des siècles. Mais voici la vérité que l'histoire populaire a oubliée, les Ottomans ne craignaient pas Dracula. Ils l'ont vaincu, chassé, et finalement tué. Celui qu'ils craignaient vraiment, celui dont le nom faisait pâlir les janissaires, c'était son cousin. Un homme qui a régné pendant 47 ans, remporté 46 batailles sur 48, et transformé un petit principat coincé entre trois empires en une forteresse imprenable. C'est l'histoire d'Étienne le Grand, le prince que l'Europe a couronné champion du Christ, et que les Ottomans ont surnommé, avec un mélange de terreur et de respect, le terrible de Moldavie. Avant de plonger dans les champs de bataille et les intrigues de cour, si vous appréciez ce genre de récit sur les vérités cachées de l'histoire, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à continuer de déterrer ces histoires oubliées. Et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir que nous explorons ces destins anciens ensemble, depuis les quatre coins du monde, connectés à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Maintenant, pour comprendre pourquoi Étienne le Grand était si redoutable, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Et ce monde, mes amis, était un cauchemar. L'Europe du XVe siècle n'était pas le continent romantique des châteaux et des tournois que nous imaginons parfois. C'était un charnier à ciel ouvert, un continent en décomposition, ravagé par des forces qui menaçaient de l'engloutir complètement. Commençons par l'éléphant dans la pièce, la chute de Constantinople. Le 29 mai 1453, après un siège de près de 2 mois, les murailles théodoriennes, ces fortifications qui avaient tenu pendant plus de 1000 ans, se sont finalement effondrées sous le poids des canons géants de Mehmed II. La ville qui avait été le phare de la chrétienté orientale, l'héritière de Rome, le centre du monde civilisé pendant un millénaire, est tombée en une seule journée. Les conséquences psychologiques de cet événement sont difficiles à surestimer pour un public moderne. Imaginez que New York, Londres et le Vatican soient détruits simultanément. Multipliez ce choc par 10. C'est ce que la chrétienté a ressenti en 1453. Les théologiens y ont vu un signe de l'apocalypse imminente. Les marchands ont vu leur route commerciale s'effondrer. Les rois ont vu leur propre mortalité reflétée dans la chute de l'empire millénaire. Et le jeune sultan qui avait accompli cet exploit impossible? Il avait 21 ans. 21 ans, et il avait déjà fait ce qu'aucun conquérant n'avait réussi depuis les Arabes du 7e siècle. Mehmed II n'était pas un tyran ordinaire. C'était un génie polyglotte qui parlait cette langue, un mécène des arts qui collectionnait les manuscrits grecs, et un stratège militaire d'une ambition sans limite.
Il ne voulait pas simplement gouverner un empire. Il voulait recréer l'Empire romain, avec lui-même comme nouveau César. Après Constantinople, Mimède a tourné son regard vers l'ouest. En moins de 10 ans, il a conquis la Serbie, réduit la Bosnie en cendres, et transformé les Balkans en provinces ottomanes. L'Albanie a résisté sous le légendaire Skanderbeg, mais à sa mort en 1468, elle aussi est tombée. La Grèce était déjà ottomane. La Hongrie tremblait. Venise perdait ses colonies une par une. La carte de l'Europe en 1475 ressemblait à une marée montante de vers ottomans, s'étalant inexorablement vers le cœur du continent. Les quelques digues qui restaient semblaient pathétiquement inadéquates face à cette puissance. Et c'est là que nous devons parler de la Moldavie, ce petit pays que personne en Occident ne pouvait placer sur une carte. La Moldavie du XVe siècle occupait un territoire qui correspond grossièrement à la Roumanie orientale et à la République de Moldavie actuelle. C'était un pays de contrastes violents, des forêts denses et impénétrables au nord, des plaines fertiles au sud, et une côte stratégique sur la mer Noire qui faisait saliver tous les empires voisins. Mais la géographie de la Moldavie était autant une malédiction qu'une bénédiction. Le pays était coincé entre trois puissances qui voulaient toutes le dévorer. L'Empire ottoman au sud, le royaume de Hongrie à l'ouest, et le royaume de Pologne au nord. Chacun de ses voisins considérait la Moldavie comme sa zone d'influence naturelle, et les princes moldaves devaient constamment jongler entre ces trois menaces, jouant les uns contre les autres pour survivre. Cette situation géopolitique a produit une culture politique d'une brutalité remarquable. Les princes moldaves ne mouraient presque jamais de vieillesse. Ils étaient assassinés par leurs frères, empoisonnés par leurs cousins, ou décapités par des envahisseurs étrangers. Le trône de Moldavie n'était pas hérité, il était conquis, encore et encore, dans un cycle sans fin de violence dynastique. C'est dans ce monde de sang et de trahison qu'est né Étienne, probablement en 1433, bien que la date exacte soit disputée. Son père était Bogdan II, un prince qui avait lui-même pris le trône par la force. Sa mère était Oltea, une femme dont l'histoire n'a presque rien retenu, mais qui a manifestement transmis à son fils une volonté de fer. L'enfance d'Étienne a été marquée par la violence dès ses premières années. En 1451, quand il avait environ 18 ans, son père Bogdan II a été assassiné par son propre frère, Petru Aron. L'assassinat a eu lieu lors d'un banquet, cette méthode classique de la politique balkanique. Petru Aron a invité son frère à dîner, et l'a fait poignarder entre le plat principal et le dessert. Étienne était présent. Il a vu son père mourir sous ses yeux. Cette scène va hanter toute sa vie et définir son règne. Dans les chroniques moldaves, le meurtre de Bogdan II n'est pas simplement un événement politique. C'est le péché originel qui justifie tout ce qui suit. Étienne ne sera pas seulement un prince luttant pour le pouvoir. Il sera un fils vengeant son père, une figure quasi-biblique dont la mission sacrée est de punir les assassins et de restaurer l'ordre naturel. Mais cette nuit-là, le jeune Étienne n'était pas en position de venger quoi que ce soit. Il a fui. Avec quelques fidèles, il s'est échappé dans la nuit, traversant les forêts vers le sud. Sa destination ? La Valachie, le pays voisin, gouverné par un autre prince jeune et violent, son cousin Vlad, celui que l'histoire appellera Dracula. Les années qui suivent sont mal documentées, mais nous savons qu'Étienne a passé du temps à la cour de Vlad, et probablement aussi en Transylvanie et en Hongrie. Ces années d'exil ont été formatrices. Il a observé comment d'autres princes gouvernaient, comment ils levaient des armées, comment ils traitaient avec les grandes puissances. Il a vu les erreurs de Vlad, son tempérament explosif, sa cruauté gratuite qui y aliénait ses propres sujets. Et surtout, il a attendu. Il a attendu avec une patience qui deviendra sa marque de fabrique, une patience de prédateur, cette capacité à rester immobile pendant des années en attendant le moment parfait pour frapper. Ce moment est arrivé en 1457. L'année 1457 marque un tournant dans l'histoire de l'Europe de l'Est, même si presque personne en Occident ne l'a remarqué sur le moment. En Moldavie, le prince Petru Aron, l'assassin de Bogdan II, avait réussi à s'accrocher au pouvoir pendant 6 ans. Mais son règne était bâti sur des fondations pourries. Petru Aron était ce qu'on pourrait appeler un prince de la capitulation. Face à la menace ottomane grandissante, il avait choisi la voie de la soumission. Il payait un tribut annuel au sultan. Il envoyait des cadeaux au pacha. Il courbait l'échine à chaque demande de Constantinople. Pour les boyards moldaves, cette politique était peut-être pragmatique, mais elle était aussi profondément humiliante. Plus grave encore, Petru Aron avait perdu la confiance de ses voisins. La Pologne et la Hongrie le considéraient comme un pantin ottoman. Les marchands de la côte se plaignaient de l'insécurité croissante. L'armée était démoralisée et sous-équipée. Le trésor était vide, pillé par des années de tribus et de corruption.
Étienne, depuis son exil, observait tout cela. Et en avril 1457, il a décidé que le moment était venu. Avec l'aide de son cousin Vlad, qui lui a fourni des troupes et probablement de l'argent, Étienne a franchi la frontière moldave à la tête d'une petite armée. Les sources divergent sur les effectifs exacts, mais nous parlons probablement de quelques milliers d'hommes au maximum, une force minuscule comparée à ce que Petru-Aron pouvait théoriquement mobiliser. Mais Étienne avait un avantage que les chiffres ne peuvent pas mesurer, la légitimité. Il était le fils de Bogdan II, le prince assassiné. Dans la logique dynastique de l'époque, il avait un droit sacré à la vengeance. Partout où son armée passait, des seigneurs locaux le rejoignaient. Des paysans abandonnaient leurs champs pour prendre les armes. Ce n'était pas une invasion, c'était un retour. La bataille décisive a eu lieu à Dolgesti, le 12 avril 1457. Nous n'avons pas de description détaillée de l'affrontement, mais nous savons qu'il a été bref et brutal. L'armée de Petru-Aron, déjà minée par les désertions, s'est effondrée presque immédiatement. Le prince assassin a fui vers la Pologne, où il passerait les années suivantes à comploter un retour qui n'arriverait jamais. 2 jours plus tard, le 14 avril 1457, Étienne a été couronné prince de Moldavie dans la ville de Suceava. Il avait environ 24 ans. Devant lui s'étendaient 47 années de règne, le plus long de l'histoire moldave, et l'un des plus remarquables de l'histoire européenne. Mais ne nous y trompons pas, en ce jour de couronnement, personne ne prédisait un tel destin. Pour les observateurs extérieurs, Étienne n'était qu'un prince de plus dans une région où les princes tombaient comme des feuilles d'automne. Il gouvernait un pays pauvre, sous-peuplé, coincé entre des empires hostiles. Sa survie même semblait improbable. Les premières années du règne d'Étienne confirment cette impression de précarité. Il a dû faire face immédiatement à une série de crises qui auraient brisé un homme moins déterminé. D'abord, il y avait la question de Petru-Aron. L'ancien prince n'avait pas renoncé à ses prétentions. Depuis son exil polonais, il intriguait constamment, cherchant des alliés pour une reconquête. Étienne savait que tant que son oncle vivait, son trône ne serait jamais sûr. Ensuite, il y avait le problème hongrois. Le roi Mathias Corvin de Hongrie considérait la Moldavie comme un état vassal, et il n'appréciait pas qu'un nouveau prince prenne le pouvoir sans son approbation. Les relations entre Suceava et Buda étaient tendues, et la menace d'une intervention hongroise planait constamment. Mais le danger le plus pressant venait du sud. En 1456, un an avant l'accession d'Étienne, les Ottomans avaient conquis la forteresse de Chilia, le principal port moldave sur le Danube. Cette perte était catastrophique. Chilia contrôlait l'accès à la mer Noire et représentait une source majeure de revenus commerciaux. Sans Chilia, la Moldavie était économiquement étranglée. Étienne a compris immédiatement que reprendre Chilia devait être sa priorité absolue. Mais il était réaliste. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter l'Empire ottoman directement, pas encore. Il lui fallait d'abord consolider son pouvoir interne, construire une armée, et trouver des alliés. C'est ici que nous voyons pour la première fois le génie stratégique d'Étienne. Contrairement à son cousin Vlad, qui agissait impulsivement et brûlait tous ses ponts, Étienne jouait un jeu long. Il a passé les premières années de son règne à tisser un réseau complexe d'alliances et de dépendances. Avec la Pologne, il a négocié un accord de protection mutuelle, acceptant nominalement la suzeraineté polonaise en échange d'une garantie de sécurité contre la Hongrie. Avec la Hongrie, il a maintenu des relations cordiales, envoyant des ambassadeurs et des cadeaux, tout en préparant secrètement sa défense contre une possible invasion. Avec les Tatars de Crimée, il a établi des contacts commerciaux qui lui permettaient d'acheter des chevaux et des mercenaires. Et pendant tout ce temps, il construisait. Il construisait des forteresses, des monastères, des églises. Chaque année, de nouvelles fortifications s'élevaient au point stratégique du pays. Suceava, la capitale, a été transformée en une citadelle quasi imprenable. Nîmes, Autun, Soroca, un réseau de places fortes qui quadrillait le territoire, chacune capable de résister à un siège prolongé. Mais la construction la plus importante d'Étienne n'était pas en pierre. C'était son armée. Le système militaire moldave qu'Étienne a développé était radicalement différent de ce qui existait ailleurs en Europe. Dans les royaumes occidentaux, la guerre était l'affaire des nobles, des chevaliers en armure lourde qui combattaient selon des codes chevaleresques rigides. Dans l'Empire ottoman, c'était l'affaire de professionnels, les janissaires et les sipaïs, soldats de métier entraînés depuis l'enfance. Étienne a créé quelque chose de nouveau, une armée nationale. Le cœur de cette armée était composé des boyards, la noblesse moldave, qui fournissait la cavalerie lourde. Mais contrairement aux armées féodales occidentales où chaque seigneur commandait ses propres hommes, Étienne a centralisé le commandement. Les boyards servaient sous ses ordres directs, pas sous ceux de leurs suzerains locaux. Autour de ce noyau noble, Étienne a construit un système de milices paysannes d'une efficacité redoutable. Chaque village était tenu de fournir un certain nombre d'hommes en cas de guerre. Ces paysans soldats n'étaient pas des professionnels, mais ils avaient deux avantages décisifs.
ils connaissaient le terrain comme personne, et ils se battaient pour leur propre terre, leur propre famille. Étienne a également investi massivement dans l'archerie. Les archers moldaves, souvent montés, deviendront légendaires. Ils utilisaient une technique de harcèlement qui rendait fous les commandants ennemis. Ils attaquaient, se repliaient, attaquaient encore, épuisant l'adversaire sans jamais lui offrir une bataille rangée. C'était une forme de guerre asymétrique avant que le terme n'existe. Et puis il y avait l'infanterie légère, les rzeilles, des paysans libres qui possédaient leur propre terre et qui formaient l'épine dorsale de l'armée. Ces hommes n'avaient pas les armures brillantes des chevaliers occidentaux. Ils portaient des vêtements de cuir et de fourrure, des boucliers de bois, des lances et des haches. Mais ils étaient endurants, disciplinés, et mortellement efficaces dans le terrain accidenté de la Moldavie. Le résultat de ces réformes était une armée extraordinairement flexible. Elle pouvait se disperser comme de la fumée quand l'ennemi était trop fort, puis se reconstituer en quelques jours pour frapper là où on ne l'attendait pas. Elle pouvait survivre dans des conditions qui auraient détruit une armée conventionnelle. Elle transformait les forêts, les marais et les montagnes de Moldavie en armes. Cette armée allait bientôt être mise à l'épreuve. Et son premier test majeur ne viendrait pas des Ottomans, mais d'un allié devenu ennemi, Vlad Dracula. Pour comprendre pourquoi l'Empire ottoman craignait Étienne le Grand plus que Dracula, nous devons d'abord démolir quelques mythes tenaces sur le prince le plus célèbre de l'histoire roumaine. Car Vlad III, dit l'Empaleur, dit Dracula, est peut-être le personnage historique le plus mal compris de l'ère médiévale. Commençons par le nom lui-même. Dracula n'a rien à voir avec les vampires. C'est un patronyme qui signifie simplement fils du dragon. Le père de Vlad, Vlad II, avait été intronisé dans l'ordre du dragon, une confrérie chevaleresque fondée par le roi Sigismond de Hongrie pour défendre la chrétienté contre les Ottomans. Dracu signifie le dragon en roumain ancien, et Dracula est le diminutif filial. C'est aussi prosaïque que de s'appeler Martin fils de Pierre. Quant au surnom l'Empaleur, épée en roumain, il lui a été attribué après sa mort, en référence à sa méthode d'exécution préférée. Et c'est ici que nous entrons dans le territoire de la propagande historique. Vlad était-il cruel? Absolument. Les sources de l'époque, qu'elles soient ottomanes, hongroises ou germaniques, s'accordent sur le fait qu'il pratiquait l'empalement à une échelle industrielle. Les chroniques parlent de forêts de pieux sur lesquelles agonisaient des milliers de victimes. Le récit le plus célèbre décrit un dîner que Vlad aurait pris au milieu d'un champ d'empalés, savourant son repas pendant que les mourants gémissaient autour de lui. Mais voici ce que les films de vampires ne vous disent jamais, cette cruauté n'était pas unique. Elle n'était même pas exceptionnelle pour l'époque. L'empalement était une méthode d'exécution courante dans l'Empire ottoman et dans les Balkans. Les Hongrois pratiquaient l'écartèlement. Les Anglais, l'éviscération publique. L'Inquisition espagnole brûlait les gens vivants avec une régularité bureaucratique. Ce qui distinguait Vlad, ce n'était pas sa cruauté intrinsèque. C'était la propagande qui l'a entouré. Après la chute de Vlad, les imprimeurs allemands ont produit une série de pamphlets sensationnalistes décrivant ces atrocités en détails sanglants. Ces textes, parmi les premiers best-sellers de l'ère de l'imprimerie, ont circulé dans toute l'Europe. Ils portaient des titres comme l'histoire du voïvode Dracula et incluaient des gravures sur bois montrant des scènes d'empalement. Pourquoi cette campagne de diffamation? Parce que Vlad était devenu un embarras pour le roi Mathias Corvin de Hongrie. Mathias avait reçu d'importantes sommes d'argent du pape pour lancer une croisade contre les Ottomans, avec Vlad comme fer de lance. Mais Mathias avait détourné l'argent pour ses propres projets. Quand Vlad a été vaincu et a fui vers la Hongrie, Mathias l'a fait emprisonner pendant 12 ans pour justifier son inaction. Les pamphlets allemands, probablement commandités par la cour hongroise, servaient à présenter Vlad comme un monstre ingouvernable, un allié impossible, et ainsi à excuser la trahison de Mathias. La légende de Dracula le vampire n'est venue que bien plus tard, en 1897, quand l'écrivain irlandais Bram Stoker a emprunté le nom pour son roman gothique. Stoker ne savait presque rien du Vlad historique. Il a choisi le nom Dracula simplement parce qu'il sonnait bien et qu'il signifiait vaguement diable dans certains contextes. Maintenant, au-delà de la propagande et du mythe, regardons le bilan militaire réel de Vlad. Et c'est là que les choses deviennent gênantes pour sa légende. Vlad a régné sur la Valachie 3 fois, pour un total d'environ 7 ans effectifs. Son règne le plus long et le plus célèbre a duré de 1456 à 1462, soit 6 ans seulement. Pendant cette période, il a effectivement défié l'Empire ottoman avec un courage indéniable. Son raid nocturne sur le camp de Mehmed II en 1462, une tentative d'assassiner le sultan lui-même, reste l'une des opérations de commando les plus audacieuses de l'histoire médiévale. Mais regardons le résultat. Après le raid nocturne, qu'est-ce qui s'est passé? Mehmed a simplement avancé, pris la capitale valaque de Targovite, et installé Radu, le propre frère de Vlad, sur le trône. Vlad a fui vers la Hongrie où il a été emprisonné. La Valachie est redevenue un état vassal ottoman. Le raid nocturne était spectaculaire, oui.
Mais c'était un échec stratégique total. Comparez cela avec Étienne. Pendant que Vlad jouait les terreurs pendant 6 ans avant de s'effondrer, Étienne a régné pendant 47 ans. Il a mené 48 batailles documentées et en a gagné 46. Il a résisté aux Ottomans, aux Hongrois, aux Polonais et aux Tatars, parfois simultanément. Et quand il est mort en 1504, la Moldavie était toujours indépendante, toujours sous le contrôle de sa dynastie. C'est la différence fondamentale entre les deux hommes. Vlad était une flamme brillante qui s'est consumée rapidement. Étienne était un feu de braise qui a brûlé pendant un demi-siècle. Et les Ottomans le savaient. Ils connaissaient la différence entre un adversaire gênant et une menace existentielle. Vlad les avait piqués. Étienne les avait blessés. Mais pourquoi? Pourquoi Étienne a-t-il réussi là où Vlad a échoué? La réponse tient en plusieurs facteurs, mais le plus important est peut-être le plus subtil. Étienne comprenait les limites de la violence. Vlad utilisait la terreur comme stratégie principale. Il pensait que s'il était suffisamment brutal, ses ennemis reculeraient de peur. Et dans certains cas, ça fonctionnait. Les marchands ottomans hésitaient à traverser la Valachie. Les boyards récalcitrants rentraient dans le rang. Mais la terreur a un coût. Elle crée des ennemis irréconciliables. Elle détruit le tissu social. Elle isole le tyran de sa propre population. Les boyards valaques, terrifiés par leur prince, ont fini par le trahir. Beaucoup ont rejoint Radu quand celui-ci a envahi avec le soutien ottoman. Vlad s'est retrouvé abandonné par ses propres sujets. Étienne, lui, utilisait la violence de manière chirurgicale. Il était impitoyable avec ses ennemis extérieurs et avec les traîtres avérés. Mais il cultivait la loyauté de sa noblesse par un mélange de récompense et de respect des traditions. Il consultait ses boyards avant les décisions importantes. Il les enrichissait après les victoires. Il les punissait sévèrement mais légalement quand il fautait. Le résultat était une cohésion interne que Vlad n'a jamais eue. Quand les Ottomans envahissaient, les boyards moldaves ne trahissaient pas leur prince. Ils se battaient. Et ils se battaient parce qu'ils avaient quelque chose à défendre, leur statut, leur terre, leur dignité. L'autre différence cruciale était diplomatique. Vlad était un isolationniste par tempérament. Il méprisait les négociations, les compromis, les subtilités de la diplomatie. Il voulait l'indépendance totale ou rien. Étienne, lui, était un maître du jeu d'équilibre. Il acceptait la suzeraineté nominale de la Pologne quand ça l'arrangeait. Il payait un tribut symbolique à la Hongrie pour acheter la paix. Il envoyait des ambassades à Venise, au pape, même parfois aux Ottomans eux-mêmes. Il ne laissait jamais son orgueil compromettre sa survie stratégique. Cette flexibilité lui permettait de toujours avoir une porte de sortie, toujours avoir un allié potentiel à invoquer contre l'ennemi du moment. Quand les Ottomans attaquaient, il pouvait appeler la Pologne à l'aide. Quand les Hongrois menaçaient, il pouvait se rapprocher des Ottomans. Il jouait les grandes puissances les unes contre les autres avec une virtuosité digne de Machiavel, avant même que Machiavel n'écrive Le Prince. Vlad, lui, avait réussi l'exploit de se mettre à dos à la fois les Ottomans, les Hongrois et une bonne partie de ses propres boyards. Quand le moment critique est arrivé, il n'avait personne vers qui se tourner. Il y avait aussi une différence de géographie, qu'il serait injuste d'ignorer. La Valachie était plus plate, plus accessible que la Moldavie. Les plaines du Danube offraient un terrain idéal pour la cavalerie ottomane. La Moldavie, avec ses forêts denses, ses marais, ses collines, était un cauchemar logistique pour tout envahisseur. Mais Étienne n'a pas simplement bénéficié de cette géographie. Il l'a exploitée activement, la transformant en arme. Et c'est ici que nous devons examiner en détail la machine de guerre qu'il a construite. La machine de guerre moldave sous Étienne le Grand était un système intégré où chaque élément, le terrain, l'armée, les fortifications, les renseignements, fonctionnait en synergie pour créer un effet multiplicateur de force. Commençons par le terrain. La Moldavie du XVe siècle était couverte à peut-être 70% de forêts denses. Ces forêts n'étaient pas les bois domestiqués que nous connaissons aujourd'hui. C'étaient des étendues sauvages de chênes centenaires, de hêtres massifs, de marécages impénétrables. Les routes étaient rares et mal entretenues. En période de pluie ou de dégel, elles devenaient des bourbiers où les chariots s'enfonçaient jusqu'aux essieux. Pour une armée ottomane conventionnelle, c'était un environnement hostile au-delà de l'imaginable. Les Ottomans avaient développé leur art militaire dans les plaines d'Anatolie et des Balkans. Leur force résidait dans la cavalerie lourde des Sipahi, dans les formations disciplinées des janissaires, et dans une logistique sophistiquée qui transportait des tonnes de matériel à travers des centaines de kilomètres. En Moldavie, toutes ces forces devenaient des faiblesses. La cavalerie ne pouvait pas charger à travers des arbres. Les formations d'infanterie perdaient leur cohésion dans les sous-bois. Et la logistique, la logistique. Une armée ottomane de 100 000 hommes nécessitait des milliers de chariots de ravitaillement, des dizaines de milliers de bêtes de somme. Dans les forêts moldaves, ces convois s'étiraient sur des kilomètres, vulnérables aux embuscades à chaque tournant.
Étienne a compris cela instinctivement, et il a bâti toute sa stratégie autour de cette compréhension. La première composante de son système était ce qu'on pourrait appeler la défense en profondeur. Au lieu de concentrer ses forces à la frontière pour une bataille décisive, Étienne laissait l'ennemi entrer dans le pays. Il reculait, attirant l'envahisseur toujours plus loin de ses bases, toujours plus profond dans le territoire hostile. Pendant cette retraite apparente, ses forces légères harcelaient constamment l'ennemi. Des groupes de cavaliers surgissaient des forêts, tiraient une volée de flèches, et disparaissaient avant qu'on puisse riposter. Des arbres étaient abattus sur les routes. Des ponts étaient détruits. Des puits étaient empoisonnés. Chaque kilomètre de progression coûtait du sang à l'envahisseur. Cette stratégie avait aussi un effet psychologique dévastateur. Les soldats ottomans, habitués à des campagnes où l'ennemi se présentait pour être détruit, se retrouvaient à combattre des fantômes. Ils ne voyaient jamais l'armée moldave, mais ils mouraient quand même, par dizaines, par centaines, de flèches, de maladies, d'épuisement. Le moral s'effondrait avant même que la vraie bataille ne commence. La deuxième composante était le réseau de fortifications. Étienne a hérité de quelques châteaux de ses prédécesseurs, mais il en a construit ou renforcé beaucoup d'autres. Suceava, Nîmes, Autun, Chilia une fois reprise, Cétaté à Albe, chaque forteresse était positionnée pour contrôler une route stratégique ou un passage fluvial. Ces forteresses ne servaient pas seulement de refuge défensif. Elles servaient de base d'opération pour les contre-attaques. Une armée ottomane ne pouvait pas simplement les ignorer et avancer, car les garnisons sortiraient pour couper ces lignes d'approvisionnement. Elle devait les assiéger une par une, perdant du temps et des hommes à chaque siège. Étienne a également innové dans l'architecture militaire. Il a introduit l'usage systématique de l'artillerie défensive dans ses forteresses, important des canons d'Europe occidentale et formant des artilleurs locaux. Les murs de ces châteaux étaient épais, bas, conçus pour résister aux bombardements plutôt que pour impressionner par leur hauteur. La troisième composante, et peut-être la plus importante, était l'armée elle-même. Nous avons déjà évoqué sa structure, mais examinons maintenant son fonctionnement tactique. L'armée moldave se battait d'une manière qui désorientait complètement ses adversaires conventionnels. Elle refusait la bataille rangée quand les conditions n'étaient pas favorables. Elle acceptait le combat uniquement quand le terrain, le moment et les circonstances lui donnaient l'avantage. Et quand elle combattait, elle combinait la férocité avec une discipline rigoureuse. Le cœur tactique de l'armée était la coordination entre l'infanterie et la cavalerie. L'infanterie moldave, armée de lances et protégée par des boucliers de bois, formait un mur défensif solide. Elle n'avait pas la puissance de choc d'une charge de chevalier, mais elle n'en avait pas besoin. Son rôle était de fixer l'ennemi, de l'immobiliser. Pendant que l'infanterie tenait, la cavalerie manœuvrait sur les flancs. Les cavaliers moldaves étaient plus légèrement équipés que leurs homologues ottomans, ce qui les rendait plus rapides et plus mobiles. Ils excellaient dans les charges soudaines suivies de retraites feintes, dans les encerclements partiels, dans l'exploitation des brèches. Et au-dessus de tout, il y avait les archers. L'archerie moldave était une arme dévastatrice. Les archers, souvent montés, pouvaient saturer une zone de projectiles avec une cadence de tir impressionnante. Contre une infanterie légèrement protégée, c'était mortel. Contre la cavalerie, c'était neutralisant, tuant les chevaux et forçant les cavaliers à combattre à pied. Étienne lui-même commandait depuis le front, pas l'arrière. C'était un choix délibéré, profondément ancré dans la culture militaire moldave. Le prince n'était pas un généralissime distant qui déplaçait des pions sur une carte. Il était un guerrier, visible de ses hommes, partageant leurs dangers. Cela créait une loyauté féroce. Les soldats moldaves ne combattaient pas seulement pour leur pays. Ils combattaient pour leur prince, cet homme qu'ils voyaient en première ligne, l'épée à la main. La quatrième composante était le renseignement. Étienne avait développé un réseau d'espions et d'informateurs qui couvrait les Balkans, la Hongrie, la Pologne et même Constantinople elle-même. Il savait quand une armée ottomane se rassemblait avant qu'elle ne se mette en marche. Il connaissait les intentions de ses ennemis, leurs forces, leurs faiblesses. Ce réseau fonctionnait dans les deux sens. Non seulement Étienne collectait des informations, mais il diffusait aussi de la désinformation. Il laissait filtrer de fausses nouvelles sur la position de son armée, sur ses alliances, sur ses intentions. Ses ennemis opéraient souvent dans le brouillard, incertains de ce qui les attendait. Enfin, il y avait la dimension économique de la guerre. Étienne comprenait que les campagnes militaires étaient des entreprises coûteuses, et que l'économie était le nerf de la guerre. Il a développé le commerce moldave, encouragé les marchands, protégé les routes commerciales. Les revenus générés finançaient son armée, ses fortifications, ses achats d'armes étrangères. Tout ce système a atteint son apogée lors de la grande confrontation de 1475, la bataille qui allait établir définitivement la réputation d'Étienne comme le plus grand ennemi de l'Empire ottoman en Europe. L'année 1474 avait été une année de provocation délibérée. Étienne, confiant après une série de victoires mineures et la reprise de Chilia,
avait décidé de frapper directement les intérêts ottomans. Il avait lancé des raids en territoire ottoman, pillant des villes, capturant des prisonniers, et surtout, il avait cessé de payer le tribut. Ce dernier geste était une déclaration de guerre. Le tribut n'était pas simplement une question d'argent. C'était un symbole de soumission, une reconnaissance de la suprématie ottomane. En refusant de payer, Étienne déclarait publiquement que la Moldavie n'était pas un vassal de Constantinople. Le sultan Mehmed II, le conquérant, ne pouvait pas laisser passer un tel affront. Mais Mehmed était occupé ailleurs. L'Empire ottoman menait simultanément des campagnes en Anatolie contre les Turcomans, en mer Égée contre Venise, et préparait une grande offensive contre la Hongrie. Le sultan ne pouvait pas se déplacer personnellement pour écraser ce petit prince moldave insolent. Il a donc confié la tâche à son grand vizir, Adem Suleyman Pacha, avec des instructions claires: écraser la Moldavie, capturer Étienne vivant si possible, mort sinon, et installer un prince vassal obéissant sur le trône. Suleyman Pacha a rassemblé une armée massive. Les chiffres exacts sont disputés par les historiens, mais les estimations les plus fiables parlent d'environ 120 000 hommes. C'était une force écrasante, plus grande que n'importe quelle armée qu'Étienne pourrait lever. Elle comprenait des janissaires d'élite, des sipahis lourdement armés, de l'artillerie de siège, et des contingents auxiliaires des Balkans. À cette armée ottomane s'ajoutaient des forces valaques. Le prince de Valachie à l'époque, Leyo Bazarab, était un vassal ottoman loyal. Il a fourni peut-être 20 000 hommes supplémentaires, portant le total des forces d'invasion à près de 140 000 combattants. Face à cela, Étienne disposait d'environ 40 000 hommes. Sur le papier, le rapport de force était de plus de 3 contre 1. C'était une disproportion qui, dans une bataille conventionnelle, aurait signifié l'annihilation certaine de l'armée moldave. Mais Étienne n'avait aucune intention de livrer une bataille conventionnelle. L'armée ottomane a franchi le Danube en décembre 1474 et a commencé sa progression vers le nord. Immédiatement, les problèmes ont commencé. L'hiver moldave était brutal, bien plus froid que ce à quoi les soldats ottomans étaient habitués. La neige était profonde, les routes gelées puis fondues en bourbiers boueux. Les convois de ravitaillement s'enlisaient. Les chevaux mouraient de froid et d'épuisement. Et partout, les Moldaves frappaient. Des groupes de cavaliers surgissaient de nulle part, attaquaient les colonnes en marche, tuaient les traînards, capturaient les provisions, et disparaissaient dans les forêts enneigées. Les janissaires, fantassins d'élite habitués aux formations serrées, ne pouvaient pas poursuivre ces cavaliers fantômes. Les sipahis, cavalerie lourde, s'enfonçaient dans la neige jusqu'au poitrail de leurs chevaux. Étienne appliquait sa stratégie de défense en profondeur avec une précision impitoyable. Il reculait constamment, attirant les Ottomans toujours plus loin dans le territoire moldave. Chaque village sur la route de l'armée ottomane était évacué et brûlé. Il ne restait rien à piller, rien à manger, rien à brûler pour se réchauffer. La politique de la terre brûlée était totale. Après 3 semaines de cette marche cauchemardesque, l'armée ottomane était épuisée. Elle avait perdu des milliers d'hommes sans avoir livré une seule bataille. Le moral était au plus bas. Les soldats, affamés et gelés, commençaient à murmurer contre leurs officiers. C'est alors qu'Étienne a décidé de frapper. Il avait choisi son terrain avec soin. La vallée de la rivière Barlade, près de la ville de Vaslui, offrait exactement les conditions qu'il recherchait. La vallée était étroite, bordée de collines boisées et de marécages. Une grande armée ne pouvait pas s'y déployer efficacement. Les supériorités numériques ottomanes seraient neutralisées par le terrain. Le 10 janvier 1475, à l'aube, l'armée ottomane s'est engagée dans la vallée. Un épais brouillard d'hiver recouvrait le paysage, réduisant la visibilité à quelques dizaines de mètres. Les éclaireurs ottomans ne pouvaient pas voir ce qui les attendait. Ce qui les attendait, c'était l'enfer. Étienne avait disposé son armée en 3 corps. Le centre, composé de l'infanterie lourde et des archers, bloquait la vallée. Les 2 ailes, principalement de la cavalerie, étaient cachées dans les forêts de chaque côté, invisibles dans le brouillard. Quand l'avant-garde ottomane est entrée en contact avec le centre moldave, la bataille a semblé commencer normalement. Les janissaires ont avancé, échangeant des tirs avec les archers moldaves. La cavalerie ottomane a tenté de charger, mais le terrain marécageux ralentissait les chevaux, les transformant en cibles faciles. Puis, les cornes ont sonné. Des 2 côtés de la vallée, la cavalerie moldave a surgi du brouillard. C'était une double enveloppe parfaite, un mouvement tactique que les théoriciens militaires de toutes les époques considèrent comme l'un des plus difficiles à exécuter. Les Ottomans, pris en tenaille, n'avaient nulle part où fuir. Ce qui a suivi a été un massacre. Les sources ottomanes, généralement promptes à minimiser les défaites, décrivent une grande confusion et une retraite difficile. Les sources moldaves et européennes sont plus explicites. Elles parlent de montagnes de cadavres, de rivières rougies par le sang, de soldats ottomans se piétinant les uns les autres dans leur panique pour fuir. La bataille a duré plusieurs heures,
mais son issue était décidée dans les premières minutes. L'armée ottomane, coincée dans la vallée brumeuse, incapable de voir ses propres flancs, incapable de former des lignes de défense cohérentes, a été systématiquement détruite. Le grand vizir Suleiman Pacha a tenté de rallier ses troupes, mais en vain. Il a finalement fui le champ de bataille avec les survivants, poursuivi par la cavalerie moldave pendant des kilomètres. Certaines sources affirment qu'il a été blessé dans la fuite, bien que cela ne soit pas confirmé. Quand le brouillard s'est levé et que le soleil a illuminé le champ de bataille, l'étendue de la victoire moldave est devenue claire. Les pertes ottomanes sont estimées entre 40 000 et 100 000 morts selon les sources. Même en prenant l'estimation la plus basse, c'était une catastrophe d'une magnitude sans précédent pour l'Empire. 4 pachas, commandants de haut rang, avaient été tués. Des centaines d'officiers avaient péri. L'artillerie de l'armée, une centaine de canons, avait été capturée intacte. Des milliers de chevaux, des tonnes de matériel, le trésor de guerre du grand vizir, tout était tombé entre les mains des Moldaves. Étienne, blessé à la cheville pendant les combats mais victorieux, a fait dresser un inventaire du butin. Il a ensuite envoyé des messagers à travers l'Europe pour annoncer sa victoire. La lettre qu'il a écrite au pape Sixte IV est un chef-d'œuvre de modestie calculée et de propagande subtile. Dans cette lettre, Étienne décrivait la bataille, énumérait les pertes ennemies, et implorait l'aide de la chrétienté contre la menace ottomane. Il se présentait non pas comme un conquérant glorieux, mais comme un humble serviteur du Christ, se battant seul contre les infidèles. C'était une performance diplomatique brillante. La réaction européenne a été extraordinaire. Le pape a déclaré Étienne Atleta Christi, champion du Christ. Venise l'a honoré. Les cours européennes ont chanté ses louanges. Pour un bref moment, la Moldavie, ce petit pays que personne ne pouvait situer sur une carte, est devenu le centre de l'attention du monde chrétien. Mais Étienne était trop réaliste pour se laisser griser par cette célébrité soudaine. Il savait que la bataille de Vaslui n'était pas la fin de la guerre. C'était simplement le premier acte. Le sultan Mehmed II ne pouvait pas ignorer une telle humiliation. La vengeance viendrait, et elle viendrait de la main du conquérant lui-même. La nouvelle de Vaslui a atteint Constantinople comme un coup de tonnerre. Mehmed II, le sultan qui avait conquis Constantinople, qui avait fait trembler l'Europe, qui se voyait comme le nouveau César, venait de voir son armée anéantie par un prince d'un pays dont la plupart de ses courtisans n'avaient jamais entendu parler. La rage du sultan était terrible. Les chroniqueurs ottomans décrivent des scènes de colère froide, plus effrayantes encore que les explosions de fureur. Mehmed a convoqué ses vizirs et leur a annoncé sa décision, il conduirait personnellement la prochaine campagne contre la Moldavie. Il ne confierait pas cette tâche à un subordonné. Il irait lui-même écraser le petit prince qui avait osé défier l'Empire. Pendant un an, Mehmed a préparé sa vengeance. Il a rassemblé la plus grande armée qu'il ait jamais commandée personnellement, plus grande même que celle qui avait pris Constantinople. Les estimations varient, mais nous parlons probablement de 150 000 à 200 000 hommes. C'était une force si massive qu'elle nécessitait des mois pour simplement se rassembler et s'organiser. Étienne, de son côté, savait ce qu'il attendait. Il avait passé l'année à réparer les fortifications, à entraîner de nouvelles recrues, et surtout, à chercher désespérément des alliés. Il a écrit au pape, au roi de Hongrie, au roi de Pologne, au doge de Venise. Ses lettres étaient éloquentes, urgentes, parfois suppliantes. Les réponses ont été décevantes. Le pape a envoyé des bénédictions et de l'argent, mais pas de soldats. Venise a exprimé sa sympathie, mais était trop occupée par sa propre guerre contre les Ottomans en Méditerranée. La Pologne a promis une aide qui n'est jamais venue. Et la Hongrie, sous Mathias Corvin, a fait des promesses vagues tout en gardant ses armées chez elle. Étienne s'est retrouvé seul, exactement comme il l'avait toujours craint. En juin 1476, l'armée ottomane a franchi le Danube. Cette fois, Mehmed avait appris des erreurs de son vizir. Il a lancé la campagne en été, évitant les rigueurs de l'hiver moldave. Il a apporté des provisions suffisantes pour des mois. Et il a avancé prudemment, refusant de se laisser attirer dans les pièges qui avaient détruit l'armée précédente. Étienne a appliqué la même stratégie qu'à Vaslui. Retraite, harcèlement, terre brûlée. Mais cette fois, l'ennemi était préparé. Les colonnes ottomanes avançaient en formation serrée, protégées par des écrans de cavalerie. Les embuscades moldaves causaient des pertes, mais pas assez pour stopper l'avancée. Le sultan progressait inexorablement vers le nord, vers le cœur de la Moldavie. Les forteresses frontières ont été soit évitées, soit assiégées avec une artillerie écrasante. Pour la première fois de sa vie, Étienne faisait face à un adversaire qui refusait de jouer selon ses règles. La confrontation décisive a eu lieu le 26 juillet 1476, près de la vallée de la rivière Moldova, dans un lieu appelé Valea Albe, la vallée blanche, Urzboieni. Les circonstances exactes de la bataille sont débattues par les historiens. Ce que nous savons, c'est qu'Étienne, cette fois, n'avait pas l'avantage du terrain. La vallée était plus large que celle de Vaslui,
permettant aux Ottomans de déployer leurs forces. Et surtout, Mehmed lui-même était présent, galvanisant ses troupes par sa présence. La bataille a été féroce. Les Moldaves se sont battus avec leur courage habituel, mais les nombres étaient tout simplement trop disproportionnés. Les sources parlent d'une résistance acharnée pendant des heures, mais progressivement, les lignes moldaves ont commencé à craquer. Étienne lui-même a combattu en première ligne, comme toujours. Il a été blessé plusieurs fois, à la jambe, au bras. Un de ses fils, un jeune homme dont le nom nous est parvenu comme Alexandru, a été tué à ses côtés. À la fin de la journée, l'armée moldave était brisée. Ce n'était pas une déroute comme celle des Ottomans à Vaslui, mais c'était une défaite claire. Étienne a ordonné la retraite, sauvant ce qu'il pouvait de ses forces, et a disparu dans les forêts du nord. Mehmed avait gagné la bataille. Mais avait-il gagné la guerre? La réponse est venue dans les semaines qui ont suivi. Le sultan a tenté de poursuivre son avancée vers Suceava, la capitale moldave. Mais les problèmes ont commencé presque immédiatement. La politique de la terre brûlée d'Étienne avait fait son œuvre. Il n'y avait rien à manger dans le pays ravagé. Les convois de ravitaillement, s'étirant sur des centaines de kilomètres jusqu'au Danube, étaient constamment attaqués par des partisans moldaves. Les forteresses qu'il avait contournées envoyaient maintenant des garnisons pour harceler ses arrières. Et puis il y avait les maladies. Une épidémie, peut-être la dysenterie, peut-être le choléra, a commencé à ravager l'armée ottomane. Des milliers de soldats sont tombés malades. Les pertes dues à la maladie dépassaient rapidement celles subies au combat. Mehmed a tenté d'assiéger la forteresse de Suceava, mais ses murs épais et ses défenseurs déterminés ont résisté. Après quelques jours de siège infructueux, le sultan a pris une décision qui allait définir l'héritage de cette campagne. Il a ordonné la retraite. L'armée ottomane, la plus grande force militaire jamais assemblée contre un prince moldave, a fait demi-tour et a commencé le long voyage de retour vers le Danube. Elle a laissé derrière elle des milliers de morts, des tonnes de matériel abandonné, et surtout, elle a laissé Étienne toujours sur son trône. Mehmed a présenté la campagne comme une victoire. Il avait, après tout, gagné la bataille de Rzboyeni. Ses propagandistes ont écrit des récits glorieux de la défaite des Moldaves. Mais les faits parlaient plus fort que la propagande. Étienne était toujours prince. La Moldavie n'était pas conquise. Elle n'était même pas soumise. Dès que l'armée ottomane a franchi le Danube vers le sud, Étienne est ressorti de ses forêts et a repris le contrôle de son pays. En quelques mois, il avait reconstruit son armée. Il a lancé une contre-offensive en Valachie, punissant le prince qui avait collaboré avec les Ottomans. Il a repris les forteresses qui avaient été perdues. Il a restauré son autorité comme si la bataille de Rzboyeni n'avait été qu'un contretemps. Et c'est ici que réside la différence fondamentale entre une bataille et une guerre. Mehmed avait gagné la bataille. Mais Étienne, en survivant, en refusant de se soumettre, en reconstruisant immédiatement sa puissance, avait gagné la guerre. La Moldavie restait indépendante. L'Empire ottoman avait épuisé d'énormes ressources pour n'obtenir rien. Le sultan Mehmed II ne retentera jamais la conquête de la Moldavie personnellement. Il est mort en 1481, 5 ans après Rzboyeni, laissant Étienne toujours sur son trône. Pour le conquérant, le prince moldave était resté une épine qu'il n'avait jamais réussi à arracher. Et c'est pourquoi les Ottomans craignaient Étienne plus que Dracula. Vlad avait été une nuisance temporaire, brillante mais éphémère. Étienne était un problème permanent, un adversaire qui ne mourait pas, qui ne se soumettait pas, qui absorbait chaque coup et revenait plus fort. La bataille de Rzboyeni aurait brisé n'importe quel autre prince. Une défaite face au sultan en personne, la mort d'un fils, une armée décimée, un pays ravagé. La plupart des souverains auraient négocié une paix humiliante, accepté la vassalité, ou simplement fui vers un exil doré dans une cour européenne. Étienne n'a rien fait de tout cela. Au lieu de cela, il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a continué. Les 28 années qui ont suivi Rzboyeni, de 1476 à sa mort en 1504, constituent peut-être la période la plus remarquable de son règne. C'est pendant ces décennies que la légende d'Étienne le Grand s'est véritablement cristallisée, non pas dans une seule victoire spectaculaire, mais dans l'accumulation impitoyable de résistance, de reconstruction et de revanche. Commençons par les chiffres, car ils sont stupéfiants. Au cours de ses 47 années de règne, Étienne a mené 48 batailles documentées. Il en a gagné 46. Un taux de victoire de plus de 95%, maintenu sur près d'un demi-siècle, contre les 3 plus grandes puissances militaires de la région. Ces chiffres ne sont pas de la propagande. Ils proviennent de sources multiples et indépendantes, chroniques moldaves, bien sûr, mais aussi hongroises, polonaises, ottomanes, vénitiennes. Même les ennemis d'Étienne reconnaissaient son génie militaire. Un chroniqueur ottoman l'a décrit comme un serpent qu'on ne peut pas écraser, car chaque fois qu'on le frappe, il se divise en 2 serpents. Mais ces 46 victoires n'étaient pas toutes des batailles rangées comme Vaslui. La plupart étaient des engagements plus modestes,
des embuscades réussies, des sièges levés, des raids repoussés, des contre-attaques opportunistes. C'était une guerre d'usure menée avec une patience infinie et une brutalité calibrée. Prenons l'exemple de la décennie 1480. Après la mort de Mehmed II en 1481, l'Empire ottoman a été secoué par une guerre civile entre ses fils Bayezid et Jem. Étienne a immédiatement exploité ce chaos. Il a lancé des raids en territoire ottoman, pillant les villes du Danube, capturant des esclaves et du bétail, et surtout, humiliant les garnisons ottomanes qui ne pouvaient pas le stopper. Ces raids n'étaient pas simplement des opérations de pillage. Ils avaient un objectif stratégique précis, maintenir les Ottomans sur la défensive, les empêcher de concentrer des forces pour une nouvelle invasion, et rappeler constamment à Constantinople que la Moldavie n'était pas soumise. Pendant cette même période, Étienne a dû faire face à des menaces sur d'autres fronts. La Pologne, théoriquement son allié, est devenue hostile quand Étienne a refusé de rendre hommage au nouveau roi Casimir IV. En 1497, une armée polonaise de 80 000 hommes a envahi la Moldavie. C'était une trahison qui aurait pu être fatale. Étienne se retrouvait attaqué par le nord alors que la menace ottomane persistait au sud. Mais une fois de plus, il a démontré sa maîtrise du terrain et de la guerre asymétrique. L'armée polonaise, lourde et lente, s'est enfoncée dans les forêts moldaves pendant l'automne. Étienne a refusé la bataille rangée, appliquant la même stratégie qu'il avait utilisée contre les Ottomans. Harcèlement constant, terre brûlée, embuscade nocturne. Les Polonais ont atteint Suceava mais n'ont pas pu prendre la forteresse. Quand ils ont commencé leur retraite, c'est là qu'Étienne a frappé. À la bataille de la forêt de Kosma, en octobre 1497, l'armée polonaise en retraite a été prise en embuscade dans un défilé forestier. Ce fut un carnage. Les chroniques parlent de milliers de morts polonais, de la capture de l'artillerie royale, de la fuite honteuse du roi Jean-Albert lui-même. La victoire de Kosma a eu des répercussions diplomatiques majeures. La Pologne, humiliée, a été forcée de négocier une paix favorable à la Moldavie. L'alliance polono-moldave, moribonde depuis des années, a été restaurée sur des bases plus équilibrées. Étienne avait prouvé qu'il pouvait vaincre non seulement les Ottomans, mais aussi les puissances chrétiennes qui tentaient de le dominer. Mais peut-être plus impressionnant encore que ces victoires militaires était la capacité d'Étienne à reconstruire après chaque conflit. La Moldavie du XVe siècle était un pays pauvre, avec une population peut-être de 400 000 à 500 000 habitants. Chaque guerre coûtait des vies, détruisait des récoltes, épuisait les ressources. Un prince ordinaire aurait vu son pays s'appauvrir progressivement sous le poids de conflits constants. Étienne a réussi l'inverse. Sous son règne, la Moldavie s'est enrichie. Comment est-ce possible? La réponse réside dans sa gestion économique, un aspect de son règne souvent négligé par les historiens fascinés par ses exploits militaires. Étienne comprenait que la guerre était un investissement. Chaque campagne victorieuse rapportait du butin, or, argent, chevaux, armes, esclaves. Ce butin était redistribué stratégiquement, récompensant les soldats loyaux et finançant les projets du prince. Il a également développé le commerce moldave avec une énergie remarquable. Les ports de Chilia et de Cetatea Albe sur la mer Noire sont devenus des centres commerciaux florissants, attirant des marchands génois, vénitiens, ragusins et même ottomans en temps de paix. Les droits de douane prélevés sur ce commerce alimentaient le trésor princier. À l'intérieur du pays, Étienne a encouragé l'agriculture et l'élevage. Il a fondé de nouveaux villages, défriché des terres, amélioré les routes. Les chroniques mentionnent des périodes de prospérité relatives entre les guerres, des années où les greniers étaient pleins et où le peuple bénissait le nom de son prince. Et puis, il y avait les églises. C'est peut-être l'aspect le plus visible et le plus durable de l'héritage d'Étienne. Après chaque victoire majeure, il faisait construire une église ou un monastère. Au total, on lui attribue la fondation de plus de 40 édifices religieux, un nombre stupéfiant pour un pays de cette taille et de cette époque. Ces constructions n'étaient pas simplement des actes de piété. Elles étaient des déclarations politiques. Chaque église proclamait la victoire moldave, la protection divine, la légitimité du prince. Les monastères, comme Putna où Étienne serait finalement enterré, devenaient des centres culturels, préservant les manuscrits, formant les prêtres, maintenant la mémoire nationale. Le style architectural développé sous Étienne, une fusion unique d'influences byzantines, gothiques et locales, est devenu caractéristique de l'identité moldave. Ces églises aux fresques extérieures colorées, aux proportions harmonieuses, aux toits en pente raide, sont aujourd'hui inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles témoignent, 5 siècles plus tard, de la vision d'un prince qui construisait pour l'éternité. Cette combinaison de prouesses militaires et de construction culturelle explique pourquoi Étienne est devenu une figure quasi mythique dans la mémoire collective. Il n'était pas simplement un guerrier. Il était un bâtisseur, un législateur, un protecteur de la foi. Les chroniques l'appellent le bon, le pieux, le juste, des épithètes qui ne sont pas accordées aux simples conquérants.
Mais pour véritablement comprendre le génie d'Étienne, nous devons examiner un aspect de son règne qui est souvent sous-estimé, sa diplomatie. Car si Étienne était un grand général, il était peut-être un diplomate encore plus grand. La situation géopolitique de la Moldavie était un cauchemar permanent. Coincée entre l'Empire ottoman au sud, la Hongrie à l'ouest et la Pologne au nord, elle n'avait aucune profondeur stratégique, aucun allié naturel fiable. Chaque voisin voulait la dominer, et il changeait d'attitude constamment, parfois alliés, parfois ennemis, parfois les deux simultanément. Étienne a navigué dans ces eaux troubles avec une habileté machiavélique. Et je n'utilise pas ce terme à la légère. Nicolas Machiavel a écrit Le Prince en 1513, 9 ans après la mort d'Étienne. Mais si Machiavel avait connu les détails du règne moldave, il aurait trouvé en Étienne l'incarnation parfaite de ses principes. Le premier principe machiavélien qu'Étienne maîtrisait était la flexibilité des alliances. Il ne s'attachait jamais rigidement à un seul partenaire. Il maintenait des canaux de communication ouverts avec tout le monde, y compris ses ennemis. Même pendant les guerres les plus brutales contre les Ottomans, des émissaires moldaves continuaient de visiter Constantinople, explorant les possibilités de négociation, collectant des renseignements, entretenant des contacts qui pourraient s'avérer utiles plus tard. Cette flexibilité lui permettait de jouer les puissances les unes contre les autres. Quand la Hongrie devenait trop pressante, il se rapprochait de la Pologne. Quand la Pologne exigeait trop, il menaçait de se tourner vers les Ottomans. Quand les Ottomans attaquaient, il invoquait l'aide de la chrétienté. Aucun de ses voisins ne pouvait jamais être sûr de sa position, ce qui les empêchait de former une coalition contre lui. Le deuxième principe était l'utilisation stratégique de la religion. Étienne s'est présenté constamment comme le champion de la chrétienté contre l'islam ottoman. Ses lettres au pape, au roi, aux princes européens étaient remplies de rhétorique religieuse. Il se décrivait comme un martyr en puissance, un soldat du Christ, le dernier rempart de la foi. Cette posture lui rapportait des bénéfices concrets. Le titre de Atleta Christi accordé par le pape Sixte IV n'était pas qu'honorifique. Il venait avec de l'argent, des indulgences à vendre, une légitimité internationale. Les marchands vénitiens et génois, impressionnés par ce défenseur de la croix, accordaient des conditions commerciales favorables. Les cours européennes envoyaient des cadeaux et des ambassades. Mais Étienne était parfaitement pragmatique derrière cette façade pieuse. Il n'avait aucun scrupule à négocier avec les Ottomans quand ça l'arrangeait. Il a même, à certaines périodes, payé un tribut symbolique à Constantinople pour acheter la paix temporaire. Pour lui, la religion était un outil diplomatique, pas une contrainte idéologique. Le troisième principe était la gestion de l'information. Étienne contrôlait soigneusement l'image qu'il projetait vers l'extérieur. Ses victoires étaient annoncées dans toute l'Europe avec des détails soigneusement choisis pour maximiser l'impact. Ses défaites, comme Rzboyeni, étaient minimisées ou présentées comme des victoires morales. Il cultivait également des réseaux d'informateurs dans les cours étrangères. Des marchands, des prêtres, des diplomates lui rapportaient les nouvelles de Constantinople, de Buda, de Cracovie, de Venise. Il savait souvent ce que ses ennemis planifiaient avant qu'ils ne le mettent en œuvre. Cette supériorité informationnelle était un avantage stratégique aussi important que ses armées. Le quatrième principe était la patience stratégique. Contrairement à des princes impulsifs comme Vlad Dracula, Étienne savait attendre. Il pouvait endurer des années de paix tendue, payant des tributs qu'il détestait, acceptant des humiliations diplomatiques mineures, tout en préparant le moment où il frapperait. Et quand ce moment venait, il frappait avec une violence décisive. Cette patience se manifestait aussi dans sa gestion des successions étrangères. Étienne observait attentivement les dynasties voisines, cherchant des opportunités dans les crises successorales. La guerre civile ottomane après la mort de Mehmed II, les disputes dynastiques en Hongrie et en Pologne, il exploitait chaque instabilité pour renforcer sa propre position. Le cinquième principe était la construction d'une légitimité durable. Étienne ne se contentait pas de gagner des batailles. Il construisait une narrative, une histoire de son règne qui justifiait son pouvoir et inspirerait les générations futures. Les chroniques moldaves rédigées sous son patronage présentaient son règne comme une épopée de résistance héroïque. Les églises qu'il construisait portaient des inscriptions commémorant ses victoires. Les icônes le représentaient en saint guerrier, protégé par la Vierge Marie. Cette propagande n'était pas simplement de la vanité. Elle servait des objectifs politiques concrets. En se présentant comme indispensable, comme l'unique garant de l'indépendance moldave, Étienne rendait toute opposition interne presque sacrilège. Les boyards qui auraient pu le défier hésitaient à attaquer un homme que le peuple vénérait comme un libérateur. Cette construction narrative a également assuré sa postérité. 5 siècles après sa mort, Étienne le Grand reste le héros national le plus vénéré en Roumanie et en République de Moldavie. Des statues le représentent dans chaque ville. Son visage apparaît sur les billets de banque. Son règne est enseigné comme le sommet de la gloire nationale. Cette immortalité n'est pas un accident.
Elle est le résultat d'une stratégie de communication soigneusement orchestrée de son vivant. Maintenant que nous avons exploré en profondeur les réalisations d'Étienne, revenons à notre question initiale. Pourquoi l'Empire ottoman le craignait-il plus que Dracula? Pour répondre définitivement, comparons les deux princes point par point. Commençons par la durée du règne. Vlad Dracula a régné effectivement sur la Valachie pendant environ 6 ou 7 ans, répartis en 3 périodes distinctes. Étienne a régné sur la Moldavie pendant 47 années consécutives. En termes de simple persistance, il n'y a pas de comparaison. Étienne était une présence permanente, un problème chronique. Vlad était un incident aigu. Cette durée a des implications profondes. Un règne de 6 ans ne permet pas de construire des institutions durables, de former une armée professionnelle, de développer une diplomatie sophistiquée. Vlad était constamment en mode survie, improvisant des solutions à court terme. Étienne avait le temps de planifier sur des décennies, de construire méthodiquement sa puissance. Considérons ensuite le bilan militaire. Vlad a mené quelques campagnes contre les Ottomans, dont la plus célèbre est sa résistance à l'invasion de Mehmed II en 1462. Son raid nocturne sur le camp du sultan reste un exploit impressionnant. Mais le résultat final de cette campagne a été sa défaite et son exil. Il n'a jamais remporté une grande bataille rangée contre les Ottomans. Étienne, en comparaison, a infligé aux Ottomans leur pire défaite européenne à Vaslui. Il a résisté à une invasion personnelle du sultan et survécu. Il a accumulé 46 victoires sur 48 batailles contre des adversaires variés. Son bilan militaire est non seulement supérieur à celui de Vlad, il est supérieur à celui de presque tous les princes européens de son époque. Examinons maintenant l'impact stratégique. Après la chute de Vlad en 1462, la Valachie est redevenue un vassal docile de l'Empire ottoman. Le successeur de Vlad, son propre frère Radu, a régné comme une marionnette de Constantinople. La résistance valaque était terminée avant d'avoir vraiment commencé. La Moldavie sous Étienne, en revanche, est restée une épine dans le flanc ottoman pendant un demi-siècle. Elle a immobilisé des armées qui auraient pu être utilisées ailleurs. Elle a inspiré d'autres peuples des Balkans à résister. Elle a forcé les Ottomans à maintenir des garnisons coûteuses le long du Danube. L'impact stratégique cumulé de la résistance d'Étienne est immensément supérieur à celui de la brève défiance de Vlad. Pensons également à la méthode. La stratégie de Vlad reposait largement sur la terreur. L'empalement de masse des prisonniers, les atrocités spectaculaires, étaient destinées à effrayer ses ennemis. Mais la terreur est une arme à double tranchant. Elle crée une détermination de vengeance chez l'ennemi et aliène les alliés potentiels. Les boyards valaques qui ont abandonné Vlad pour rejoindre Radu l'ont fait en partie parce qu'ils craignaient leur propre prince autant que les Ottomans. Étienne utilisait la violence de manière plus ciblée. Il était impitoyable avec les traîtres et les ennemis capturés, certes. Mais il ne pratiquait pas les atrocités de masse comme signature personnelle. Il maintenait la loyauté de ses boyards par un mélange de récompenses et de punitions mesurées. Sa cruauté était fonctionnelle, pas pathologique. Comparons aussi la dimension diplomatique. Vlad était notoirement mauvais diplomate. Il insultait les ambassadeurs ottomans, ce qui a déclenché la guerre de 1462. Il s'est brouillé avec le roi de Hongrie, qui l'a fait emprisonner pendant 12 ans. Il n'a jamais réussi à construire une coalition stable contre les Ottomans. Étienne, comme nous l'avons vu, était un maître de la diplomatie. Il a maintenu des relations complexes avec de multiples puissances pendant des décennies. Il a obtenu le titre de champion du Christ du pape. Il a négocié des alliances avec la Pologne, la Hongrie, Venise, les Tatars de Crimée. Même quand ces alliances ne produisaient pas d'aide militaire concrète, elles fournissaient une légitimité diplomatique et des renseignements précieux. Examinons la succession. Quand Vlad est mort en 1476 ou 1477, assassiné probablement par des boyards valaques, son œuvre s'est effondrée immédiatement. La Valachie est restée vassale ottomane, dirigée par une succession de princes faibles et soumis. L'héritage politique de Vlad était inexistant. Quand Étienne est mort en 1504, son fils Bogdan lui a succédé pacifiquement. La Moldavie est restée indépendante pendant encore plusieurs décennies. Les institutions qu'Étienne avait construites ont perduré. Son système de fortification a continué de protéger le pays. L'identité nationale moldave qu'il avait forgée a survécu au siècle d'occupation ottomane qui suivrait. Et finalement, considérons la perception ottomane elle-même. Les sources ottomanes mentionnent Vlad avec un mélange de dégoût et de condescendance. Il était l'empaleur, un barbare cruel mais ultimement vaincu. Un problème résolu. Étienne est mentionné avec un respect réticent et une frustration palpable. Il était le terrible de Moldavie, un adversaire qui avait humilié l'Empire. Après Vaslui, le nom d'Étienne était utilisé pour effrayer les enfants ottomans. Les janissaires qui avaient survécu à cette bataille racontaient des histoires d'horreur sur les forêts moldaves et le prince qui les hantait. La différence de ton dans les sources ottomanes est révélatrice.
Vlad était un monstre qu'ils avaient écrasé. Étienne était un monstre qu'ils n'avaient jamais pu écraser. La peur qu'il inspirait était basée non pas sur sa cruauté, mais sur son efficacité. Il y a aussi une ironie historique dans la façon dont les deux princes sont perçus aujourd'hui. Vlad Dracula est mondialement célèbre, mais sa renommée est basée sur une fiction. Le vampire de Bram Stoker n'a pratiquement aucun rapport avec le prince Valak historique. Vlad est célèbre pour quelque chose qu'il n'a jamais été. Étienne le Grand est presque inconnu en dehors de l'Europe de l'Est, mais sa réputation est basée sur des accomplissements réels. Il est célèbre, là où il est célèbre, pour ce qu'il a véritablement fait. L'obscurité relative d'Étienne dans la culture populaire mondiale est elle-même une injustice historique, une victoire posthume du mythe sur la réalité. Cette comparaison n'est pas destinée à dénigrer Vlad Dracula, qui était certainement un personnage fascinant et un résistant courageux à sa manière. Mais il est temps de rétablir les proportions historiques. Le véritable terreur des Ottomans dans les Carpates n'était pas l'empaleur flamboyant qui a brûlé brillamment pendant quelques années. C'était le stratège patient qui a brûlé pendant un demi-siècle, consumant armée après armée, jusqu'à ce que même le sultan conquérant renonce à l'éteindre. Les dernières années d'Étienne le Grand ont été marquées par la mélancolie du survivant. À la fin du XVe siècle, il avait enterré la plupart de ses contemporains. Mehmed II, son grand adversaire, était mort en 1481. Mathias Corvin de Hongrie, cet allié peu fiable, était mort en 1490. Les papes qu'il avait couronnés champions du Christ s'étaient succédés et avaient disparu. Étienne lui-même vieillissait. Les blessures accumulées sur d'innombrables champs de bataille le faisaient souffrir. Une maladie chronique, probablement la goutte, limitait ses mouvements. Le guerrier qui avait chargé en première ligne à Vaslui ne pouvait plus monter à cheval sans douleur. Mais son esprit restait acéré, et la menace ottomane n'avait pas disparu. Le nouveau sultan, Bayezid II, était moins agressif que son père, mais l'empire restait une puissance écrasante. Étienne savait que la Moldavie ne pourrait pas résister indéfiniment sans le soutien de l'Europe. Ces dernières années ont été consacrées à deux objectifs, préparer sa succession et lancer un ultime appel à la croisade. Pour la succession, Étienne a choisi son fils Bogdan, né vers 1479. Il l'a associé progressivement au gouvernement, lui confiant des responsabilités militaires et administratives. Il a veillé à ce que les boyards reconnaissent Bogdan comme héritier légitime, évitant les disputes successorales qui avaient ensanglanté la Moldavie avant son règne. Pour la croisade, Étienne a envoyé des ambassades dans toute l'Europe. Ces lettres, rédigées dans un latin élégant par ses secrétaires, décrivaient la menace ottomane en termes apocalyptiques. Il proposait de prendre la tête d'une coalition chrétienne, d'utiliser la Moldavie comme base pour une contre-offensive dans les Balkans. Ces appels sont restés sans réponse substantielle. L'Europe du début du XVIe siècle était trop divisée, trop préoccupée par ses propres querelles, pour entreprendre une croisade sérieuse. La France et l'Espagne se disputaient l'Italie. L'Allemagne était paralysée par les conflits religieux naissants. L'Angleterre regardait vers l'Atlantique. Personne n'avait de troupes à envoyer dans les Carpates. Étienne est mort le 2 juillet 1504, dans sa capitale de Suceava. Il avait environ 70 ans, un âge remarquable pour l'époque, et extraordinaire pour un homme qui avait passé sa vie à la guerre. Les chroniques rapportent que ses derniers mots à son fils Bogdan furent un conseil pragmatique. Si les circonstances l'exigeaient, il valait mieux faire la paix avec les Ottomans plutôt que de voir le pays détruit. Ce conseil peut sembler surprenant de la part d'un homme qui avait consacré sa vie à combattre l'Empire. Mais il révèle la sagesse profonde d'Étienne. Il n'avait jamais été un idéologue aveugle, un fanatique incapable de compromis. Il avait combattu les Ottomans quand c'était possible et nécessaire, mais il savait que la survie de son peuple importait plus que la gloire personnelle. Il a été enterré au monastère de Putna, qu'il avait fondé des décennies auparavant. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage, vénéré par les générations successives de Moldaves et de Roumains. L'inscription sur sa pierre tombale le décrit comme Étienne Voïvode, par la grâce de Dieu, prince de Moldavie. Mais l'histoire lui a donné d'autres titres. Le Grand, bien sûr. Le Saint, car l'Église orthodoxe roumaine l'a canonisé en 1992. L'Athleta Christi, le champion du Christ, titre accordé par le pape Sixte IV. Et dans la mémoire populaire, simplement Tefan Selmar, trois mots qui résonnent dans l'âme roumaine comme un talisman, un rappel que les petits peuples peuvent tenir tête aux empires. Alors, qu'est-ce que l'histoire d'Étienne le Grand nous apprend? Et pourquoi devrait-elle nous importer, nous qui vivons dans un monde si différent du sien? Je crois que cette histoire nous parle de plusieurs vérités universelles. La première est que la résistance est possible, même contre des forces apparemment invincibles. L'Empire ottoman du XVe siècle était la superpuissance incontestée de son époque. Il avait conquis tout ce qu'il avait touché. Il avait fait tomber Constantinople, cette citadelle millénaire. Les plus grands royaumes d'Europe tremblaient devant lui. Et pourtant, un petit prince d'un petit pays, avec une fraction des ressources de l'Empire,
a résisté pendant un demi-siècle. Il n'a pas simplement survécu, il a prospéré. Il a transformé sa résistance en une source de fierté nationale qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Cela ne signifie pas que la résistance est toujours victorieuse. L'histoire est pleine de résistants héroïques qui ont échoué. Mais l'exemple d'Étienne montre que le succès est possible, si les conditions sont réunies, si la stratégie est correcte, si la détermination est inébranlable. La deuxième vérité est que la durée compte plus que l'intensité. Vlad Dracula a brûlé d'une flamme brillante et s'est consumé rapidement. Étienne a maintenu un feu plus modeste pendant des décennies. À la fin, c'est Étienne qui a laissé un héritage durable. Cela s'applique à bien des domaines au-delà de la guerre. Les carrières les plus significatives sont souvent celles qui se construisent patiemment sur des années, pas celles qui explosent puis s'effondrent. Les relations les plus profondes sont celles qui perdurent, pas celles qui flambent intensément puis s'éteignent. La tortue, comme le dit la fable, bat le lièvre. La troisième vérité est que l'adaptabilité est essentielle. Étienne a réussi parce qu'il n'était pas rigide. Il changeait de tactique selon les circonstances. Il négociait quand il fallait négocier, combattait quand il fallait combattre. Il acceptait des compromis temporaires pour préserver sa capacité à lutter un autre jour. Cette flexibilité était le contraire de la posture héroïque mais suicidaire adoptée par certains de ses contemporains. Elle n'était pas moins courageuse, elle était simplement plus intelligente. Le vrai courage n'est pas de mourir glorieusement, c'est de continuer à se battre quand tout semble perdu. La quatrième vérité est que la construction est aussi importante que la destruction. Étienne n'était pas seulement un guerrier. Il était un bâtisseur. Les églises, les monastères, les forteresses qu'il a érigées témoignent d'une vision qui dépassait le champ de bataille. Il créait quelque chose de durable, quelque chose qui survivrait à sa mort. Les conquérants qui ne font que détruire sont oubliés ou maudits. Ceux qui construisent sont vénérés. Alexandre le Grand est célèbre non seulement pour ses conquêtes, mais pour les villes qu'il a fondées. César est célèbre non seulement pour ses guerres, mais pour ses réformes. Étienne appartient à cette catégorie de leaders qui laissent le monde plus riche qu'ils ne l'ont trouvé. La cinquième vérité, peut-être la plus importante, est que l'histoire est écrite par les survivants, pas par les victimes. Vlad Dracula est célèbre parce que les propagandistes hongrois ont écrit sur lui, parce que les imprimeurs allemands ont vendu ses atrocités, parce qu'un romancier irlandais a emprunté son nom. Sa célébrité est un accident de l'histoire culturelle, pas un reflet de son importance réelle. Étienne le Grand est relativement obscur dans la culture mondiale parce que la Moldavie et la Roumanie n'ont jamais eu le poids culturel pour imposer leur version de l'histoire au monde. Si la Moldavie avait été une grande puissance, si ses chroniques avaient été traduites et diffusées, si ses héros avaient été célébrés dans les littératures européennes, Étienne serait aussi célèbre que Charlemagne ou Richard Cœur de Lion. Cela nous rappelle que la renommée historique est arbitraire, souvent injuste. Les personnages que nous célébrons ne sont pas nécessairement les plus importants ou les plus admirables. Ils sont simplement ceux dont les histoires ont été le mieux racontées, le plus largement diffusées. Et c'est pourquoi des vidéos comme celle-ci sont importantes. Chaque fois que nous racontons l'histoire d'un héros oublié, chaque fois que nous rétablissons les proportions historiques, nous corrigeons un peu cette injustice. Nous rendons au passé sa complexité, sa richesse, ses nuances. Étienne le Grand mérite d'être connu. Pas parce qu'il était parfait. Il était un homme de son temps, capable de cruauté et de manipulation comme tous les princes médiévaux. Mais il mérite d'être connu parce que son histoire est extraordinaire, parce qu'elle nous enseigne des leçons durables, et parce qu'elle a été trop longtemps éclipsée par le mythe d'un vampire fictif. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de Dracula, souvenez-vous qu'il y avait un autre prince dans les Carpates. Un prince qui ne se transformait pas en chauve-souris, qui ne buvait pas de sang, mais qui faisait trembler les sultans. Un prince qui a tenu le monde en échec pendant un demi-siècle et qui est mort dans son lit, non vaincu, à l'âge de 70 ans. Son nom était Étienne. Et il était vraiment grand. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire oubliée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement m'aide à continuer de déterrer ces récits extraordinaires que les livres d'histoire traditionnels ont tendance à négliger. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire. Ensemble, nous pouvons rendre justice aux destins anciens qui méritent d'être racontés. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons un autre chapitre fascinant de l'histoire des Balkans, la résistance albanaise sous Skanderbeg, cet autre héros chrétien qui a tenu tête aux Ottomans. Comment un ancien janissaire a-t-il retourné les armes contre ses maîtres? Comment un petit peuple montagnard a-t-il résisté pendant 25 ans à la machine de guerre ottomane? C'est une histoire tout aussi extraordinaire que celle d'Étienne, et je vous la raconterai bientôt. À très vite pour de nouvelles aventures dans les méandres de l'histoire.